Aujourd'hui, je vous raconte le plus grand attentat qui a été intenté contre Adolf Hitler. 20 juillet 1944, Tanière du Loup, Prusse orientale. Hitler est en pleine réunion entouré de ses généraux au quartier général des opérations militaires allemandes. Le colonel Klaus Stauffenberg, convié à la réunion, rentre alors dans la salle et dépose sa mallette sous la table avant de s'éclipser pour un coup de téléphone. Alors que le Führer pique à nouveau une crise de colère, la bombe dans la mallette explose. Les vitres sont soufflées, les corps mutilés. Stauffenberg, qui a entendu la bombe exploser derrière lui, monte dans sa voiture et démarre à toute vitesse pour rentrer à Berlin. Pour lui, cela ne fait aucun doute, Hitler a été tué dans l'explosion. Il doit maintenant passer à la deuxième étape de son plan, l'activation de l'opération Valkyrie. L'opération Valkyrie était un dispositif qui visait à protéger Hitler et le régime nazi contre un coup d'État. En cas de soulèvement, l'armée de réserve de Berlin devait être mobilisée pour s'emparer de tous les lieux de pouvoir, arrêter les conspirateurs et barricader la ville. Stauffenberg va précisément utiliser ce dispositif contre Hitler. C'est un plan minutieusement préparé. Quelques semaines plus tôt, Friedrich Olbricht, le conspirateur le plus gradé et chef de l'office de l'armée de réserve, réussit à nommer Stauffenberg chef d'état-major de l'armée de réserve de Berlin. Celui-ci peut alors modifier le texte de l'opération Valkyrie pour donner encore plus de pouvoir à l'armée de réserve et il obtient même la signature d'Hitler. Quand la mobilisation sera déclarée, il aura toute la légitimité pour donner des ordres. Mais il n'y a que le commandant en chef de l'armée de réserve qui peut déclarer la mobilisation. Celui-ci, Friedrich Fromm, est au courant du complot qui se trame, mais refuse d'y participer. Il est surtout opportuniste et attend de voir comment les choses se passent. Finalement, Friedrich Olbricht usurpe l'identité de Friedrich Fromm et déclare lui-même la mobilisation quelques heures après l'explosion de la bombe. Klaus Stauffenberg, rentré à Berlin, se retranche avec ses conjurés dans le Bendler Block. Il annonce à l'armée de réserve qu'Hitler est mort et que les SS tentent de s'emparer du pouvoir. C'est un mensonge crédible. La SS a accumulé énormément de pouvoir et est devenue un véritable État dans l'État. À la fin de la guerre, Hitler commence à douter de l'intégrité de son chef, Heinrich Himmler. L'armée de réserve de Berlin se précipite au siège de la SS, arrête les officiers et barricade la ville. Mais il ne s'agit pas seulement de Berlin. L'armée de réserve a des contingents partout en Allemagne et même à Paris qui suivent les ordres de Stauffenberg et s'emparent des points névralgiques des villes. Le plan se déroule à merveille, l'armée de réserve tombe dans le piège. Il y a juste un détail, Hitler n'est pas mort. Un enchaînement de circonstances incroyables lui a encore une fois fait tromper la mort. Ce jour-là, à la Tanière du Loup, le QG des opérations militaires, il fait une chaleur suffocante. Exceptionnellement, la réunion est déplacée dans un baraquement à l'extérieur et non à l'intérieur du bunker. Les fenêtres sont ouvertes et la pièce est beaucoup plus aérée, ce qui réduit énormément le souffle de l'explosion. Si la bombe avait explosé dans le bunker, la totalité des participants seraient morts. Ensuite, lorsque Stauffenberg s'éclipse après avoir déposé sa mallette explosive sous la table, un officier la pousse derrière un pilier en bois, ce qui va protéger Hitler. Hitler est seulement légèrement blessé. Il a des égratignures et des contusions et les tympans percés. Stauffenberg a des complices au sein de la Tanière du Loup, notamment l'officier des communications Erich Feldgiebel. Celui-ci ordonne, juste après l'explosion, de couper toutes les communications de la Tanière du Loup avec l'extérieur et surtout avec Berlin. De cette manière, il offre quelques heures précieuses au colonel Stauffenberg pour qu'il commence à donner ses ordres et à rallier les régions. Les conspirateurs n'ont aucune preuve qu'Hitler est bien mort, mis à part la parole de Stauffenberg. Mais celui-ci est biaisé. Lorsque la bombe explose, l'explosion l'impressionne énormément. Il se dit que le Führer est forcément mort, mais ne se retourne pas pour vérifier et s'enfuit vers Berlin. Vers 16h, les communications sont rétablies à la Tanière du Loup. Les messages fusent et la nouvelle commence à se répandre à Berlin qu'Hitler est bel et bien en vie. La Tanière du Loup tente de rentrer en communication avec les régions en leur ordonnant de ne plus obéir aux ordres émanant de Stauffenberg, instigateur du coup d'État qui les a trompés. Dès lors, les ordres contradictoires fusent et la confusion est totale. On ne sait plus qui croire et sachant qu'il vaudra mieux être dans le bon camp quand l'affaire se terminera, la situation est extrêmement angoissante.
Stauffenberg et ses conjurés depuis Berlin martèlent aux régions et à l'armée de réserve qu'Hitler est bel et bien mort et que cette fausse nouvelle n'est qu'une énième manipulation des SS. Mais les régions commencent à se méfier. Elles font défection les unes après les autres. Même au sein du clan Stauffenberg, certains conspirateurs émettent des doutes et abandonnent le navire. La partie prend fin vers 19h. L'un des principaux acteurs de l'opération Valkyrie est Otto Ernst Remer, le commandant du bataillon de l'armée de réserve de Berlin qui exécute les ordres de Stauffenberg. Fidèle à Hitler et nazi convaincu, il a été piégé par les conjurés. Il se dirige avec ses hommes vers la résidence de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande et l'un des plus hauts dignitaires du Reich, qu'il a reçu l'ordre d'arrêter. Lorsqu'il arrive, Joseph Goebbels lui tend le téléphone. Les conjurés ont oublié de couper les lignes téléphoniques. Au bout du fil, Adolf Hitler. Le commandant Remer, livide, prend le téléphone sous le regard noir de Joseph Goebbels. Il s'excuse, se retire et donne de nouveaux ordres à ses hommes. Il faut libérer tous les SS et se diriger vers le QG de Stauffenberg pour arrêter les conjurés. Stauffenberg, désormais presque seul au milieu de la salle qui s'est vidée, dicte un ultime télégramme aux régions, lui-même n'y croyant plus vraiment. Le communiqué diffusé par la radio est inexact. Le Führer est mort, les mesures prescrites doivent être exécutées. Le bataillon de l'armée de réserve encercle le Bendler Block. Les conjurés sont rapidement arrêtés et désarmés. Alors qu'Hitler a donné des ordres pour que les conjurés soient maintenus en vie, Friedrich Fromm, le chef de l'armée de réserve qui avait refusé de prendre part au complot tout en le laissant se dérouler, prend les choses en main. Il doit détruire au plus vite les preuves le liant à la conspiration, autrement dit exécuter sans attendre les conjurés avant qu'ils puissent être interrogés. Les conjurés sont amenés dans la cour de l'immeuble et fusillés tour à tour. Friedrich Fromm est arrêté immédiatement après par ordre de Joseph Goebbels. Personne n'est dupe qu'il a fait exécuter des témoins gênants. Il sera jugé et fusillé 6 mois plus tard. Après l'échec du complot, Hitler donne les pleins pouvoirs à Heinrich Himmler, le chef de la SS, pour faire la chasse aux conspirateurs, qu'ils soient impliqués de près ou de loin. Himmler forme une commission de 400 personnes qui lance des rafles et des interrogatoires. Si le complot a été mené directement par quelques officiers, la liste des sympathisants, résistants et espions liés à ce premier cercle s'allonge de jour en jour, étant infiltrés dans toutes les couches de la société nazie et même au sein du parti. L'enquête remonte même aux figures les plus puissantes du Reich. Le nom d'Erwin Rommel, maréchal du Reich et véritable héros en Allemagne, apparaît sur plusieurs documents compromettants. Rommel avait été le supérieur de Stauffenberg pendant la campagne en Afrique du Nord. Par respect pour son prestige, Hitler le pousse à se suicider avant de lui offrir des funérailles nationales.